Monsieur le directeur général de l'École nationale d'administration, Monsieur le conférencier général Mamadou Sow, Monsieur le modérateur, Monsieur le président de l'amicale des élèves de l'École nationale d'administration, chers formateurs, Mesdames, Messieurs les invités, en vos titres, grades et qualités, recevez nos salutations les plus respectueuses en ce mercredi après-midi à l'occasion de cette 4e édition du cycle des grandes conférences de l'École nationale d'administration. Un grand commis de l'État peut-il avoir le parcours voulu sans sécurité? Peut-on envisager le management de la gouvernance sans tranquillité générale? La sécurité n'est-elle pas le fondement de toute réforme interne préalable à tout développement des territoires? Rassurez-vous, ceci n'est pas une interrogation surprise, mais vous l'aurez compris, la sécurité est un élément essentiel et l'importance du thème qui nous réunit aujourd'hui n'est plus à démontrer. Sécurité au Sahel et dans l'espace CEDEAO, enjeux et défis pour le Sénégal. Voici le thème de cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, dont le conférencier est l'illustre général Mamadou Sow qui n'est plus à présenter. Je parle sous le contrôle du président de l'amicale des élèves de l'ENA. Celle d'aujourd'hui a une signification particulière. Nous avons invité Monsieur le Master of Ceremony. Monsieur Sow est général d'armée, pas simplement général. C'est le premier général d'armée du Sénégal. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à l'École nationale d'administration, à l'occasion de cette 4e édition du cycle des grandes conférences. Démarré le 6 décembre 2023 avec l'inspecteur général d'État Mamadou Moustapha Tall, le cycle des grandes conférences a par la suite accueilli M. Abdou Karim Gueye, ici présent, inspecteur général d'État, et M. Samba Diop, administrateur civil de classe exceptionnelle et formateur à l'École nationale d'administration. À ces 3 personnalités ici présentes, je réitère mes vifs remerciements et la reconnaissance de la direction générale pour leur soutien et leur accompagnement assuré. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un conférencier vraiment distinctif, le général d'armée Mamadou Sow, ancien chef d'état-major général des armées. J'allais dire son excellence, car au terme d'une brillante carrière dans l'armée nationale, mon général a été également ambassadeur du Sénégal au Royaume d'Espagne. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme et de considération que nous recevons le général Sow, qui, à la suite d'une formation dans les plus hautes écoles militaires du monde, a occupé de nombreuses et importantes positions de commandement au niveau de l'armée et dans l'état-major général des armées. Grâce à ce parcours professionnel coloré, enrichi par sa participation à plusieurs missions de maintien de la paix des Nations Unies, le général Sow fait partie du cercle restreint des personnes les mieux indiquées pour nous entretenir du thème de la présente conférence intitulée « Sécurité au Sahel et dans l'espace CEDEAO, enjeux et défis pour le Sénégal ». Et ma reconnaissance au conférencier, le général d'armée Mamadou Sow, pour sa disponibilité qui nous a permis d'échanger constamment sur le sujet et de préparer sérieusement cet événement. Nous avions suggéré que l'intitulé fût « Sécurité au Sahel ». Il nous a convaincus de ce qu'il était difficile pour le cas du Sénégal de parler du Sahel sans trouver un prolongement jusqu'au niveau de l'espace CEDEAO. Évidemment, pour les néophytes que nous étions, c'était difficile de comprendre la corrélation qu'il pouvait y avoir entre ces deux.
je peux en restituer une partie, mais je préfère que ce soit à César de rendre compte de ce qui lui appartient. La sécurité, nous dit-on, constitue d'abord et avant tout une forme de perception. La perception, c'est ce sentiment apaisant de quiétude qui est recherché par chacun d'entre nous, en vérité, face à des sources de menaces qui peuvent être psychologiques ou physiques. En réalité, cela peut concerner un individu, cela peut aussi concerner un groupe, cela peut concerner la nation. C'est en cela que la sécurité offre finalement une perspective forcément multidimensionnelle. Imaginaire ou réel, la sécurité met en évidence la nécessité d'écarter toute forme de menace. Toute forme de menace. Aussi bien à l'échelle des individus et des hommes que nous sommes, et femmes, qu'à l'échelle d'un État ou d'une nation. Donc, au fond, qui n'a jamais eu besoin de sécurité? Qui n'a jamais su ou pu se prémunir efficacement de l'insécurité? De tout cela, le général d'armée Mamadou Sow va nous entretenir. Il n'est pas facile de parler du général. Je me suis permis, général, et j'en appelle à votre extrême indulgence, de raboter beaucoup de votre curriculum vitae. Sinon, nous aurions passé une bonne partie de l'après-midi à faire la lecture de votre parcours professionnel, qui rejoint d'ailleurs pour beaucoup votre parcours de vie. En expérience professionnelle, vous êtes un général d'armée 5 étoiles. Ancien chef d'état-major général des armées, ancien ambassadeur du Sénégal au Royaume d'Espagne, vous êtes actuellement administrateur et président du groupe Teranga Sécurité, composé de Teranga Sécurité Opération, TSO, et Teranga Sûreté Aéroportaire, TSA. En fonction occupée, vous avez occupé en réalité toutes les positions de commandement de l'armée de terre. Chef de section, chef de peloton, commandant d'unité élémentaire, chef du bureau instruction entraînement, chef de corps, adjoint opération au commandant de zone et commandant de zone militaire. Dans l'état-major, vous avez été chef de division personnelle de l'état-major général des armées, inspecteur technique à l'état-major de l'armée de terre. À l'inspection générale des forces armées, chef de la cellule commandement de la formation, chef de cabinet du SEMGA, avant de l'être. En formation, vous avez eu une formation initiale couronnée du diplôme de chef de section d'infanterie, l'école d'application d'armes blindées de cavalerie de Saumur en France, avec le diplôme de chef de peloton blindé. L'école de l'arme blindée américaine de Fort Knox, Kentucky, pour le cours de perfectionnement des capitaines. L'école d'application de l'infanterie de Thiès, au Sénégal, où il a obtenu le diplôme d'officier d'état-major, brevet de l'enseignement supérieur numéro 1. Le National War College à Abidjan, au Nigeria, en 1999-2000, avec le brevet de l'enseignement supérieur de second degré. À l'international, le général d'armée a participé à plusieurs rencontres de réflexion et d'élaboration de politique de défense et sécurité au niveau opérationnel ou opératif et stratégique, en national et en international. A présidé de 2015 à 2016 le comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Ceci explique cela. Et a pris part activement à la planification et à l'engagement des forces ouest-africaines durant la crise au Nord Mali en 2013 et en Guinée-Bissau. A participé à plusieurs missions de maintien de la paix des Nations Unies, observateur dans les missions onusiennes pour le compte entre l'Ouganda et le Rwanda, MINUOR, puis au Koweït, UNICOM. Commandant de secteur à Kisangani dans le cadre de la mission d'observation des Nations Unies au Congo, la MONUC. Chef d'état-major de la mission hybride des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, MINIAD. En décoration, vous êtes commandeur, officier et chevalier dans l'Ordre national du Lion du Sénégal, officier de la Légion d'honneur de France, médaillé des Nations Unies, 4 médailles.
Vous permettrez que je m'en arrête là, Monsieur le Général. Je pense que ça vaut ce que nous recevons en applaudimètres. Permettez-moi de remercier sincèrement M. Diallo de m'avoir associé aux journées, donc au mercredi de l'ENA, qui m'offre l'occasion d'échanger avec les futurs cadres de notre pays qui auront la charge de préparer les décisions sur la gouvernance de notre pays ou de les prendre dans l'avenir pour la gestion de nos vieux jours. Ça, je parle de Son Excellence, hein, donc nos vieux jours seront entre les mains des jeunes. Et nous souhaitons que notre contribution à cette formation puisse apporter en tout cas la collaboration nécessaire dont le directeur vient de parler entre les écoles de formation de nos cadres supérieurs dès le bas âge. Il me donne également l'occasion de rencontrer les anciens et actuels cadres donc, de notre haute administration qui ont fait la fierté de notre pays et qui ont fait de notre administration une référence reconnue en Afrique. Et nous en sommes très fiers. Monsieur Nian, je vous remercie des mots et surtout d'avoir étalé une bonne partie de ma vie devant cette auguste assemblée. Et je pense que c'est tout un honneur pour moi d'être là aujourd'hui avec les élèves. Comme vous le savez, il m'a été demandé de vous parler de la sécurité au Sahel et dans l'espace CEDEAO. Nous avons tous, en tout cas, conscience que dissocier ces deux régions, parce que vous avez une bonne partie de la CEDEAO, c'est des pays qui appartiennent aux deux. Plusieurs pays, à part l'Ouest, donc de l'Est plutôt, à partir du Tchad jusqu'au Soudan, qui fait face à la mer Rouge. Mais sinon, tous les autres pays, du Niger au Sénégal, en passant par la Mauritanie, tous ces pays, sauf la Mauritanie, sont donc membres des deux entités. Donc ce qui est en rose, c'est le Sahel. Le Sahel, c'est 8 millions de kilomètres carrés, 350 millions d'habitants, comme vous le voyez. Et la particularité du Sahel, c'est une zone presque désertique ou semi-désertique. Et l'autre caractéristique en fait, du Sahel, c'est de grands États, plus d'1 million de kilomètres carrés. Vous prenez la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan. C'est de grandes, vastes étendues et vous avez très peu de population. Vous avez tout ce qui est en blanc en dessous du Sénégal jusqu'au Nigeria, qui est l'espace CEDEAO, mais qui inclut également le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Comme vous le voyez, donc, c'est deux espaces qui s'intègrent. Et la particularité en fait de cette zone du Sahel, c'est d'abord les conditions de vie extrêmes, surtout dans la partie nord, donc les pays Mali, Mauritanie, Niger, Tchad. Mais surtout, je veux m'appesantir un peu sur le cas du Soudan. J'y étais chef d'état-major de la force. Le Soudan a connu, par son instabilité, pour vous montrer un peu l'intérêt de la sécurité et de la stabilité. La crise du Soudan a commencé en 1956, quand je naissais. Et en 2010, il y a eu partition. Vous avez eu le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Le Darfour étant entre les deux, donc plus au sud, a connu presque une instabilité de plus de, actuellement on peut dire de plus de 68 ans. Ça s'est terminé par quoi? Il n'y a plus d'état de Soudan.
aujourd'hui, vous avez un pays en guerre. C'est-à-dire le peu de cohésion qu'il y avait, cette cohésion est partie avec la destitution du président. Cette même menace, aujourd'hui, nous l'avons dans la zone sahélienne. Nous nous souvenons tous de 2012, 2011 avant, avec la crise libyenne, où l'UA a lutté de toutes ses forces pour qu'on laisse la Libye stable, parce que tout le monde savait que la Libye était une poudrière à ciel ouvert. Il fallait quelqu'un qui avait de la poigne pour maintenir le pays ensemble et surtout d'éviter que les Touaregs qui étaient dans l'armée de Kadhafi puissent descendre et déstabiliser donc la zone sahélienne. Nous avons donc le Sénégal se dit être entouré d'une ceinture de feu. Nous avons les pays du Sahel, dont le plus important pour nous, qui est notre zone d'intérêt stratégique, qui est le Mali. Mais vous avez la Guinée, vous avez la Guinée-Bissau et vous avez la Gambie, qui sont tous membres de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est 5 millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui, la CEDEAO est fortement critiquée, ou en tout cas mal vue en raison des dernières décisions qui ont été faites par rapport au Niger. Depuis lors, donc, l'échec d'engagement comme prévu par le chef d'État au Niger a un peu décriblé la CEDEAO. Mais reconnaissons quand même que la CEDEAO a des acquis extrêmement importants. De 90 à nos jours, la CEDEAO quand même a mené beaucoup de missions avec succès dans des pays comme le Libéria, la Sierra Leone, en Côte d'Ivoire et au Mali. Donc voilà présenter les deux espaces. Allez-y. Ici, ces deux espaces ont un point commun. Ce que nous voyons, c'est que c'est la coexistence de nomades Peul et de Touaregs, surtout dans la zone sahélienne. Que vous partiez de Dakar à Port Saïd, au Soudan, vous avez pratiquement les mêmes types de population et vous avez une coexistence souvent heurtée entre les populations. Ce qui caractérise également cette zone, c'est la richesse en matières premières. Mais également, nous savons tous que cette zone, presque il y a tous les pays, en tout cas de la zone du Sahel, ont connu des coups d'État. Tous. Tous, excepté le Sénégal. Nous savons également que la pauvreté dans cette zone, elle est presque endémique. J'ai un ami nigérien qui me disait qu'il ne sait pas comment les gens ont pu calculer pour dire qu'ils sont le pays le plus pauvre au monde. Jusqu'à présent, il demande aux gens de venir lui expliquer le pourquoi. Et sur quoi ils se sont basés. Ils ont de l'uranium, ils ont des matières premières, mais les gens ont calculé et dit qu'eux, ils sont le pays le plus pauvre du monde. Nous savons également que ces dernières années, cette zone est devenue presque une zone de transit de drogue qui vient de l'Amérique du Sud, donc qui transite par nos pays et qui se retrouve en Europe. Et comme vous le savez, dès qu'il y a insécurité, la circulation des armes, c'est devenu presque... C'est un marché très lucratif. Et malheureusement, comme j'ai dit, nous ne fabriquons pas d'armes, mais toutes les armes se retrouvent chez nous. Si c'était seulement nous qui fabriquions les armes, je suis persuadé qu'il n'y aurait pas autant de confrontations chez nous, parce que nous n'en avons pas assez de flèches.
Maintenant, après vous avoir présenté un peu les espaces pour fixer notre zone d'intérêt, je voudrais quand même vous proposer le plan suivant pour traiter donc de la question qui m'a été posée. Donc la situation sécuritaire au Sahel et dans l'espace CEDEAO, mais cette situation, elle est extrêmement liée à notre situation nationale. J'ai l'impression que nous nous occupons de plus de ce qui se passe à l'extérieur que ce qui se passe chez nous, alors que ce qui se passe à l'extérieur ne peut prospérer chez nous que lorsque chez nous, nous sommes fragiles. Si nous sommes solides sur nos deux pieds, il est difficile à quelqu'un d'envisager une action d'envergure vers le Sénégal, alors sans trouver des relais. C'est ce qu'on appelle des relais au niveau national. Donc nous avons tout intérêt à garder la spécificité du Sénégal qui est restée depuis les indépendances, si vous voyez bien, un pays stable et un pays qui avance. Après cela, donc, je ferai un petit résumé de ce qui est fait actuellement pour nous permettre de tenir le plus longtemps possible, si nous avons tous la volonté de garder ce socle du bien vivre en commun. Parce que c'est ça qui est important. Toutes les crises naissent des différences entre les populations, entre les peuples, et c'est ça qui déstabilise et permet donc aux groupes négatifs de pouvoir s'infiltrer dans le pays pour bien développer des intérêts particuliers. Ensuite, je ferai des recommandations. Pour ce qui est de la situation sécuritaire au Sahel, j'ai essayé de fixer quelques dates repères qui ont marqué en fait l'espace du Sahel en matière de sécurité. C'est les années 70 où les Touaregs ont massivement migré vers la Libye pour être dans l'armée du colonel Kadhafi d'alors. Alors, en 2000, il y avait 3000 hommes donc, qui étaient venus du Sahel, qui étaient dans l'armée libyenne. Donc on se souvient tous, comme je l'ai dit avant, en 2011, il y a eu l'opération internationale de l'OTAN au niveau de la Libye et qui a ainsi déstabilisé donc la Libye n'existant plus, les Touaregs n'ayant plus de tuteurs, donc, et qui avaient des revendications au niveau du Mali, au nord Mali. Donc, ils sont revenus avec, comme on le dit dans le jargon militaire, ils sont revenus avec armes et bagages. Et moi, j'ai pris mon commandement le 13 novembre 2012 plutôt, 2012. 2012, c'était un jeudi. Le vendredi, j'étais dans un avion pour aller à Abidjan, la réunion des chefs d'état-major pour la planification de notre engagement au Mali. La CEDEAO s'était mobilisée pour voir comment rassembler des forces pour aider le Mali qui était déjà confronté à ces trucs. Nous avons montré le Mali en deux parties. Le Mali, donc du nord, ce qui est au nord, je peux vous dire, hein, pour avoir été à deux reprises là-bas, c'est vraiment donc au nord du fleuve Niger. Vous avez vu la boucle, hein, Tombouctou, Goudam, Gao. Tout ce qui est au sud de ce fleuve, c'est ça qui, en fait, est le Mali utile. Vous allez au-dessus, vous n'avez pas 1 mètre de goudron. Il n'y a pas 1 mètre de goudron entre Tombouctou, ni Gao et Tessalit ou Kidal. C'est une zone presque déserte où il y a très peu de population, c'est des populations nomades donc, qui sont là-bas berbères.
Et vous avez la partie donc, au sud, qui est en fait le Mali utile, c'est Mopti. À partir de Mopti, vous venez jusqu'à Kaï. C'est là où vous avez l'administration et autres. Mais au-dessus, donc il n'y avait pas d'administration en tout cas en 2013 quand on s'engage. Je voudrais également que vous gardiez en image les points rouges constituent aujourd'hui les points d'insécurité. Et je vous demande également de voir Kaï, qui est la ville malienne la plus proche du Sénégal. Je reviendrai pour vous dire le pourquoi je l'ai dit. Donc nous voyons que ce qu'il y a, c'est bon, le nord est riche en minerais, mais nous avons également une rupture de population entre ce qu'il y a au nord, qui sont les Touaregs, et le sud où vous avez les Bambara et autres, donc Peul et autres. Voilà. Maintenant, l'évolution, donc après en 2013, lorsque l'opération, la crise au nord Mali s'est engagée, la France est arrivée donc avec l'opération Serval, et la CEDEAO a monté rapidement son opération MISMA. Mais cette opération avait une particularité, c'est qu'elle était co-gérée par la CEDEAO qui a fourni les troupes, mais également avec un chapeau de l'Union africaine. Donc il y avait 2 représentants pour cette mission. 2013, 2014 et une partie de 2015, les opérations se passaient plus au Mali que par exemple au Burkina Faso ou au Burkina Faso ou au Niger. Pour le Burkina Faso, ça s'est expliqué. Comme vous le savez, M. Blaise Compaoré, président de la République, était le médiateur avec son ancien ministre des Affaires étrangères, Bassolé. Et presque tous les chefs rebelles Touareg étaient au niveau de Ouagadougou. Mais comme vous le savez, en 2015, avec la déstabilisation également du Burkina et le départ de Blaise Compaoré, ceci a créé un vacuum. Les chefs militaires qui étaient au niveau du Burkina Faso donc n'étaient plus les bienvenus et se sont repliés en Algérie et dans les autres pays qui étaient plus favorables à leur action. Donc vous avez vu que je voudrais vous faire remarquer ici qu'en fait, la rébellion qui avait commencé au Mali n'est pas allée à l'ouest, mais qu'elle a basculé plutôt au sud-est du Mali. Ceci est dû à 2 choses. D'abord, la profondeur vers la mer, elle est plus courte. Si vous voyez, à partir du Burkina Faso, il est plus facile d'arriver à la mer que d'aller vers l'est, donc venir vers Dakar. La mer, c'est entre Tombouctou et Dakar. Parce qu'il faudrait aujourd'hui à une force rebelle de traverser tout le Mali pour venir mener une action sur notre frontière et également penser à repartir en toute sécurité. Et ce qui est extrêmement difficile à réaliser. Donc, quand aujourd'hui au classement mondial, dans l'espace mondial, le Burkina Faso est le pays le plus insécure du monde, en termes d'action et en termes de décès. Mais comme vous le savez également, dans cette zone, nous avons la piraterie, surtout pour les pays du Golfe de Guinée. De la côte du Nigeria en allant jusqu'au Bénin, où il y a une présence d'exploitation de pétrole offshore. Il y a eu énormément d'actions, particulièrement pour le Nigeria. Et là, ce qui est intéressant à voir, c'est que à chaque fois que du pétrole a été découvert dans les côtes d'un pays, en fait, la piraterie a un peu suivi.
C'était juste vers le Cameroun, vers le Gabon, mais au fur et à mesure, donc, la menace s'est déplacée. Et je pense que, si je suis à jour, la dernière action, c'était sur les côtes du Bénin. Mais là également, il y a eu un dispositif qui a été mis en place par la CEDEAO. C'est un état-major donc, de forces maritimes qui permet de gérer un peu ce volet donc, sécurité maritime. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est une instabilité régionale au niveau de la CEDEAO. Hein. CEDEAO, Sahel, c'est que depuis les indépendances, il n'y a pratiquement pas eu de quiétude pour certains pays. N'est-ce pas? Burkina Faso, nous avons tous vécu les coups d'État cycliques, donc les changements de pouvoir. Le Mali également, le Niger, la Guinée, un peu moins, mais qui est également aujourd'hui dans une zone de turbulence. La CEDEAO, on a parlé parce qu'il est difficile de parler du Sahel sans parler de la CEDEAO parce que c'est tous les pays, en tout cas où il y a crise actuellement, c'est des pays qui appartiennent aux deux entités. Et moi, je voudrais quand même payer un tribut à la CEDEAO. Il y a eu des manquements parce que sur le plan logistique et financier, nos pays ne sont pas assez forts pour soutenir certains efforts. Mais en tout cas, sachez que pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, surtout l'espace CEDEAO, certes il est volatile, mais je redis encore ici avec force que la CEDEAO a joué pleinement son rôle dans la stabilité, en tout cas relative, je dis relative, de la sous-région. Sur nos inquiétudes, nous, en tant que Sénégalais, comment la situation donc djihadiste au niveau du Mali peut nous impacter. Vous avez en rouge la zone où, en tout cas, il y a eu des attaques, où il y a eu des confrontations donc, au niveau du Mali. Et on vous a mis la frontière avec le Sénégal. C'est ce que je vous disais, c'était la profondeur stratégique qui, en fait, nous donnait des chances de ne pas être aujourd'hui vulnérable. Mais comme on dit en sécurité, ce n'est jamais 100%. La probabilité, elle existe, mais cette probabilité est faible. En 1989, donc, nous avions l'opération Bilbassi. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. C'était le problème sénégalo-mauritanien, où nos troupes étaient déployées le long de la frontière, mais également avec le Mali, où le grand banditisme, surtout les vols de bétail, où le grand banditisme, où les gens viennent faire des coups. Mais on a toujours aujourd'hui cette tendance à mettre tout sous le coup de terrorisme ou de djihadisme. Voilà. Parce que dès qu'on parle de terrorisme ou de djihadisme, tout le monde se réveille, et ceux qui étaient en train de somnoler donc se réveillent, parce qu'ils savent que c'est toujours violent. Je pense que la dernière attaque qui nous est la plus proche, c'était le 8 février 2024, donc une attaque qui a eu lieu donc à 25 km de notre frontière. Là, moi, je mets ça, comme disent les anglophones, une côte, parce que cette zone a son passé. La zone du Massina, aujourd'hui, que les gens traitent de zone de terrorisme et autres, les habitants, depuis du temps de El Hadj Omar, parce que vous avez deux populations qui cohabitent. Ce sont les Dogons, qui étaient chrétiens animistes, et les compagnons de El Hadj Omar, donc, qui étaient venus pour les islamiser. Donc vous avez une fracture dans la cohabitation qui était là depuis. Et cela a été ravivé en 2013-2014 par l'armement des Dogons, soi-disant à notre défense. Quand l'État malien a armé les Dogons
en notre défense parce qu'il parlait de djihadisme et de qui. Les Dogons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste voulu régler le compte des Toucouleurs ou des Halpulaar qui étaient là, qui occupaient leurs terres et qui étaient venus, qui n'étaient plus les bienvenus depuis très longtemps, mais ils n'avaient pas les moyens de le faire. N'est-ce pas? Ce sont les massacres dont on a parlé Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui donne une importance particulière et capitale à la gestion de notre frontière est et sud-est, donc les régions de Tambacounda et de Kédougou. Maintenant au niveau du Sénégal, je parle sous le contrôle du général Thiaw, donc qui a été au commandant de gendarmerie en second et également qui a géré les forces territoriales. L'instabilité politique. Aujourd'hui, je pense que c'est la principale menace de sécurité de ce pays. En tout cas, c'est ma conviction, moi. Parce que tout est devenu violent. Moi, j'étais jeune élève à Tambacounda. Je sais qu'il y avait souvent des heurts entre, je sais pas, certains, les anciens pourront se souvenir de lui, c'était Madi Sissoko et Moussa Diallo. L'objectif, quand ces deux groupes s'affrontaient à Tambacounda, c'était d'être sur les rails. Celui qui gagnait les rails, le premier, avait le dessus. Parce qu'il y avait les pierres, et donc, je parle des gouverneurs. Donc l'approvisionnement en munitions était assuré. Hein? Voilà. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire nous, Sénégalais, nous avons perdu la grande qualité que nous avions. C'est de savoir nous écouter. La force de persuasion du Sénégalais, elle a presque disparu. Nous préférons aujourd'hui nous affronter que de nous parler. Et chacun nous vend qu'il veut notre bonheur et nous développer. Comme je l'ai dit ici la dernière fois, est-ce qu'on peut se développer dans l'insécurité? En tout cas, ce que j'en sais pour les quelques jours que j'ai passés chez son Excellence, c'est que les investisseurs, ils n'aiment pas entendre instabilité dans un pays. Dès qu'ils entendent instabilité, c'est qu'eux, ils tirent le frein à main et ils attendent que les choses se passent. Quand ils y verront plus clair, ils viendront. Et je pense que ça ne nous sert pas. La criminalité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la chose la mieux partagée, aussi bien au niveau de nos frontières, dans nos villes que dans nos campagnes. Les agressions au niveau de nos villes, surtout en banlieue, c'est devenu monnaie courante et je pense que des solutions doivent être prises et je parle sous le contrôle de son Excellence l'ambassadeur Ba, avec qui j'ai eu le plaisir de partager donc, la commission paix et sécurité du dialogue national, où des efforts doivent être faits pour la sécurité de proximité d'abord, mais également sur la réorganisation de nos forces de sécurité. C'est extrêmement important. Je disais la dernière fois lors de l'autre conférence qu'en fait, on fait des politiques, mais on n'intègre pas la sécurité. Et ça pose problème. Aujourd'hui à Dakar, je vais vous donner un exemple que je cite souvent parce que ça me concerne directement. Vous prenez toutes les SICAP. Vous avez un commissariat. Toutes les SICAP. Vous avez un commissariat. Vous allez de l'école de police, vous allez jusqu'au cimetière Saint-Lazare. Toute cette zone est gérée par un commissariat. Si vous avez deux incidents ou trois, en fait, vous ne pouvez voir personne. Donc nous devons repenser, et ça fait partie des recommandations que nous avons faites.
la circulation et consommation de drogue. Ça, je peux donner la parole à messieurs les policiers et aux gendarmes qui sont spécialisés dans la chose, mais on sait qu'il y a une évolution exponentielle de consommation aujourd'hui au niveau des jeunes. Et les prises récentes de drogue, donc par la marine nationale ou par la gendarmerie et par la police, montrent également que c'est une vulnérabilité que nous devons prendre en compte très sérieusement. Je voudrais quand même parler d'une crise que tout le monde a oubliée. C'est la crise casamançaise. Nous qui nous a grandi. Aujourd'hui, c'est une crise à très faible intensité, parce que quand même il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et la crise est presque... Vous avez juste une partie donc, des chefs qui ne veut toujours pas aller à la table de négociation, c'est la faction Salif Sadio. Sinon, tous les autres, aujourd'hui, ont trouvé des points d'entente avec l'État. Cette crise a fait beaucoup de mal. Elle a fait beaucoup de mal. Et les pays dont je parlais de ceinture de feu, particulièrement la Guinée-Bissau, et la Gambie ont joué des rôles extrêmement négatifs. Extrêmement négatifs. Ils ont servi de base arrière, ils ont servi également de base d'approvisionnement. Aujourd'hui, la Casamance se relève, mais je pense que nous avons encore à faire pour ressouder un peu cette harmonie entre la partie sud et la partie nord. Je pense que tous les jours, ceux qui écoutent ou regardent la télévision, la radio ou regardent la télévision, les conflits domaniaux sont devenus presque le quotidien. Je pense que là, il y a un souci, c'est celui de la compréhension par les populations ou les habitants de ce qu'est le domaine national. Bon. Des gens cultivaient, leurs grands-pères ont cultivé là, ils ont cultivé là, leurs fils cultivent, et puis on arrive un jour où un monsieur vient avec un papier pour dire que bon, j'ai une attribution sur cette terre, et les populations n'ont pas été en tout cas informées ou n'ont pas pris leur avis. Et ça crée énormément de problèmes. Sur le plan domanial, je pense que nous avons énormément, et ça je pense que les futurs administrateurs doivent le prendre en compte, parce qu'ils seront au contact de la population et c'est là où très souvent les gens demandent le départ du préfet ou du gouverneur parce que, n'est-ce pas, monsieur le gouverneur? Voilà, donc c'est une question que vous aurez à gérer. Et je pense qu'il faut déjà demander les ficelles à vos anciens comment vous y prendre. Voilà, donc nous avons parlé du grand banditisme et autres. Ouais, le suivant. Maintenant, face à tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? Face à tout ça, je dois reconnaître que depuis 2013, un effort conséquent a été fait pour d'abord pour les forces de défense et de sécurité, aussi bien en matière de recrutement que d'équipement. Et également en matière d'organisation ou de réorganisation. Au niveau de la frontière, aussi bien les armées que la gendarmerie ont renforcé considérablement. En 2014, nous avions fait valider le concept de défense nationale qui était une révision de ce qui existait pour nous adapter à la nouvelle situation sécuritaire
de la CEDEAO. Mais également, nous avons projeté nos forces pour 2025, donc l'année prochaine, avec un timing de recrutement et d'équipement, mais également de création de nouvelles forces. Je dois saluer quand même qu'aujourd'hui, vous allez de Saint-Louis à Kédougou. La gendarmerie a considérablement renforcé les dispositifs sécuritaires aux frontières, avec deux unités quand même qui méritent une attention particulière. C'est des unités appelées du Garci. Ce sont des groupements d'intervention extrêmement équipés, bien entraînés. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir d'assister à leur certification en Espagne quand j'étais à Logroño, quand j'étais ambassadeur. Vous avez vu certainement tous les 4 avril que ce que les armées montrent un peu dans les équipements, qu'il y a un accroissement presque continu, donc depuis 2013. Et ceci est valable au niveau en tout cas pour les armées, au niveau des 3 composantes, terre, air, mer. Je recommande également l'inclusion des aspects sécuritaires dans toutes les politiques de l'État. Parce que très souvent, c'est là où des décisions sont prises, donc des études sont faites, mais ne prennent pas en compte l'aspect sécuritaire. Et à la mise en œuvre, on se rend compte qu'il y a un maillon qui manque. Mais si nous apprenons, et je pense que c'est l'objectif du directeur général de l'ENA, c'est que dès à présent qu'on crée cette synergie à partir de l'école. Que les cadres, les futurs cadres, donc, se connaissent, qu'ils interagissent dès à présent pour que demain, dans leur fonction, qu'ils puissent pouvoir trouver des solutions, en tout cas communes, face aux problèmes qui se posent. Les forces, certes, il y a des efforts qui sont faits, mais nous pensons que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire, surtout pour les forces de sécurité. Parce que le ratio du Sénégal, lors du dialogue national, nous étions à un policier à plus de 1000 Sénégalais. Ça parle de soi, hein. C'est énormément de monde qu'une seule personne peut prendre en charge. Pour vous dire un peu qu'il y a des efforts à faire pour intéresser les populations donc à leur propre sécurité. Bon, au niveau de l'administration aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est d'abord la prise en compte. Parce que comme je dis aux gens, très souvent, vous allez dans un département, le préfet. Le préfet, s'il a une caserne, c'est lui le chef. Comme on dit, subordination de l'autorité militaire à l'autorité civile. Donc c'est le préfet qui décide. Mais s'il n'associe pas à cette décision ces forces de défense et de sécurité qui sont là et qui sont son bras armé, même s'il n'a pas le commandement, ça aussi il faut que vous le sachiez. Si vous êtes préfet ou gouverneur, vous n'avez pas le commandement de l'autorité militaire qui est là. C'est un commandement direct avec le commandant de zone ou avec l'état-major général des armées. Mais c'est votre collaborateur, c'est votre conseiller. Et également, il faut vous aider sur beaucoup de choses. Parce que très souvent, quand on va dans ces administrations, le responsable militaire est souvent de loin plus ancien que le gouverneur ou que le préfet. N'est-ce pas? Un commandant d'armes, il a au moins 20 ans d'armée. Maintenant, un conseil d'anciens, c'est rester toujours juste avec ses collaborateurs et administrés. Le sentiment d'injustice dégrade l'autorité.
Personne ne peut vous respecter s'il sent que vous avez été injuste en tant qu'autorité sur lui. Et la dernière recommandation, bon, certains militaires vont sourire, c'est connaître les lois et règlements qui fondent la légitimité, la légitimité de vos décisions. Si vous prenez une décision et quelqu'un vient l'attaquer parce qu'elle n'a pas de fondement, vous avez perdu de l'autorité. Mais ça, il faut le savoir. C'est-à-dire, je ne sais pas dans l'administration, mais au niveau des armées, nous avons ce que nous appelons les textes de base. Dans chaque entité, il y a des textes de base. Où c'est un classeur, on a mis tous les textes de base. Si vous avez une décision à prendre par rapport à telle chose, donc vous allez vous référer pour voir est-ce qu'il y a un document qui en parle. Et vous prenez la décision en conséquence. Mais très souvent, il y a des décisions qui sont prises, qui sont rapportées, parce que simplement, on ne sait pas documenter et on n'a pas trouvé la bonne solution. Voilà, je pense que je suis au terme de ma présentation. Encore une fois, je pourrais saisir l'occasion pour remercier Monsieur le Directeur Général. Voilà, et j'espère avoir répondu à votre attente. Maintenant, ce sera complété par les questions et les contributions des uns et des autres. En tout cas, j'ai essayé au mieux de mes capacités de vous livrer ce que je savais. Je vous remercie. Aux différentes interrogations qui nous ont servi de poser le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Nous retiendrons avec vous le cadre que vous avez posé et surtout cette assertion qui, je vous cite, nous devons, nous tous, en tant que responsables, prendre les préoccupations en main et cultiver le dialogue et surtout savoir s'écouter. Nous avons retenu toutes ces recommandations qui vont dans le sens d'une inclusion, d'une organisation, d'une implication, d'une anticipation et surtout d'une collaboration. J'ai aujourd'hui le redoutable honneur de faire automatique, d'être le premier intervenant, de suivre une conférence particulièrement aboutie du général Sow, devrais-je dire, d'un grand homme. Cette conférence me ramène un peu à moins de 50 ans derrière, lorsque j'étais au lycée Faidherbe à Saint-Louis, une ville absolument culturelle, dans laquelle les mercredis après-midi étaient consacrés à tour de rôle, à des conférences tenues par des professeurs des lycées, n'est-ce pas, dans un des établissements. En général, vous avez parlé aujourd'hui de la nécessité de nous parler. Nous vivons dans une société où les positions sont extrêmes, où la violence du verbe est absolument, nous effraie. Nous sommes dans un pays où les réseaux sociaux nous menacent. Ceux qui ne savent pas enseignent. Ceux qui ne peuvent pas sont ceux-là qui projettent. Malheureusement, et ceux qui savent ne peuvent plus parler parce que, ayant peur d'être victimes, n'est-ce pas, de ce harcèlement que nous subissons tous les jours dans les réseaux sociaux. Mon général, mesdames, messieurs, Hume disait que l'homme était devenu un loup pour l'homme. L'homme est devenu un loup pour l'homme. Mais je crois que le Sénégalais est devenu un loup pour le Sénégalais. Nous ne nous pardonnerons pas. Mon général, l'heure est comptée. Nous sommes tenus par les délais, mais permettez-moi juste une petite contribution. Les élèves officiers de l'ENOA, chaque mercredi, lavent une statue, celle du guerrier traditionnel. Et nous, notre dernier pèlerinage, comme d'ailleurs après le général, il y a une citation que nous lisons. Homme d'honneur et de serment, fermement accroché aux vertus cardinales, qui se fait plier superbe, rempart magnifique lorsque tout tremble et s'écroule alentour. C'est le cadeau qui vous est donné lorsque vous sortiez de l'ENOA. C'est le cadeau en fait qui va être votre bréviaire. Et il est accolé.
Il dit que cet homme doit ignorer les verbes fuir, trembler, reculer, mentir, trahir, ne serait-ce que pour sauver une parcelle de son bien. C'est ce que vous avez incarné lors de votre commandement. Et ces propos sont sous-tendus par 2 actions de M. le Président de la République au terme d'un défilé du 4 avril, je crois que c'est 1995 ou 1996, lorsque devant la nation, il a dit, en félicitant le général, je vous ai donné des moyens, je sais où est-ce que vous les avez mis et je sais que vous avez utilisé l'argent que je vous ai donné pendant que d'autres ne l'utilisent pas comme je le souhaitais. Et à la tombée de cette nuit, à la tombée de ce jour, où le Sénégal s'est davantage fait respecter par ses voisins parce que nous avons montré un outil. Le défilé était de haute portée stratégique. Et une fois, dans le bureau du président de la République, j'ai dit nous avons vaincu Yaya Jammeh le 4 avril. Avant même, en fait, nous avions vaincu le Yaya Jammeh le 4 avril par la démonstration de ses moyens. Donc, et au soir de ce jour, il vous a nommé pour la première fois. Il a nommé pour la première fois au Sénégal un général d'armée et c'était sur vos épaules. Je devais me retirer depuis 16 heures. J'en avais même parlé au DG. Mais la communication a été tellement captivante, pertinente et d'une justesse que je ne parviens même pas à qualifier, que je n'ai pas pu me libérer à l'heure convenue. J'ai préféré rester, vous écouter et me délecter de vos beaux et bons mots. Et le principal enseignement, et j'en suis convaincu, c'est que la sécurité n'a pas de prix. Vous savez, depuis quelques années, nous traversons quelques troubles au Sénégal. Et je suis très bien placé pour le savoir, pour en parler et en témoigner. Si véritablement vous estimez que la sécurité est chère, essayez l'insécurité. Et vous allez voir que la sécurité n'a pas de prix. Malheureusement, au Sénégal, la calamité de ce pays, ce sont les réseaux sociaux. Je puis vous assurer que ce qui s'y dit est plus déstructurant qu'il n'est constructif, malheureusement. Alors qu'en principe, l'Internet devrait être un levier de développement. Malheureusement, on se rend compte que c'est des manipulations, c'est des mensonges, c'est des appels à l'insurrection, c'est du n'importe quoi. Je crois que le défi des gouvernants aujourd'hui, c'est de voir comment juguler le fléau des réseaux sociaux. Et il nous est arrivé tout récemment de demander même que l'Internet soit, ou la fourniture de l'Internet soit interrompue pour essayer un tout petit peu de contourner cette difficulté née de la diffusion de messages haineux. Et c'est ça la vérité. Aujourd'hui, nous assistons dans ce pays à des choses que nous n'avons jamais connues. Même dans nos rêves les plus sombres, on ne peut pas imaginer que l'on vivrait ce genre de situation. C'est cela d'abord, et c'est ce discours haineux, cet appel parfois même au meurtre. C'est la vérité. Ils sont là, ils le savent. Allez brûler la maison de tel. Allez tuer tel. Et il y a toujours des écervelés qui suivront ce genre d'appel. Le discours politique, de par sa virulence, est une véritable calamité. Mais quand un politicien, et ça c'est la faute des politiciens, quand un politicien vous dit, voilà, moi j'ai déposé une déclaration de manifestation avec
ou sans l'aval de l'autorité administrative, je ferai. Mais pourquoi déposer alors? Quand quelqu'un vous dit, voilà, les policiers sont là, allez-y. Les gendarmes sont là, allez-y, ce n'est pas notre problème. Au fur et à mesure qu'on répète ce genre de discours, on démystifie la tenue. L'autorité policière, ça également, ça pose problème. Donc, soignons le discours. Et last but not least, le général en parlait, la consommation de stupéfiants, de drogue. J'ajouterai, mon général, la consommation d'alcool. C'est bizarre. C'est bizarre. Hier, j'en parlais au préfet de Dakar. On était sur un dossier. Il dit, mais mon problème, c'est que ce que je reçois comme demande de licence de débit de boisson, ici à Dakar, moi, mais c'est pas possible. Merci donc d'avoir organisé cela. Et je crois que c'est dans cette dynamique, dans cette perspective que nous pouvons revisiter les défis qui nous interpellent. Et c'est un défi très actuel, la sécurité. En prenant la parole donc, c'est pour renouveler les félicitations et surtout pour témoigner, en ayant 3 repères, si vous me permettez. Le premier repère lié à cette vision de sécurité, c'est lorsque un chef d'État m'a dit que lors de sa passation de service avec un président de la République, il lui a dit que vous avez été pendant plusieurs années beaucoup plus empreinte, vous êtes beaucoup plus imprégné des questions administratives de la gestion d'un État. Donc je ne parlerai pas de dossier parce que vous maîtrisez mieux que moi, parce que vous avez été Premier ministre pendant longtemps. Mais je vais vous parler d'un conseil lié à la gestion d'un État, autour surtout de la sécurité d'un État. Et lui dit, en termes de passation, je vais vous dire ce qu'est exactement le conseil que le général de Gaulle m'a donné lorsque je devais assumer les charges de président de la République. Il dit que pour assumer les chefs de l'État, de président de la République, vous gérez une nation. Mais faites attention. Quels sont les feux qui peuvent brûler cette nation? Quelles sont les braises ardentes qui peuvent déstructurer, détruire une nation? C'est là que je vais vous donner des conseils. Et le conseil qu'il lui a dit, il lui dit, il faudrait veiller sur 4 choses. 1, il faut faire très attention aux velléités identitaires. Ne touchez pas à ces identités. Trouvez des équilibres dans ces identités. Ce sont les identités ethniques, religieuses, de tous ordres en tout cas. Je dis 1, si vous voulez gérer un État, surtout comme le Sénégal, il faut veiller sur les identités. Il faut faire attention pour trouver des équilibres. Deuxièmement, il lui dit qu'il faut faire très attention à tout ce qui touche à la terre, au foncier. Parce que la terre aussi, c'est un bouillonnement d'insécurité qui peuvent allumer, créer des braises ardentes dans les nations, soulever des passions. Il y a dit, troisièmement, il faut veiller à ce que chaque fois que l'autorité s'impose, s'envertir dans l'autoritarisme. Il dit que lorsque l'autorité de l'État s'effondre, les nations s'inscrivent dans une insécurité permanente. Et là donc ça, c'est le troisième facteur qu'il faudrait veiller très attentivement sur cette question. Et quatrièmement, dernière chose, élément fondamental, lui a dit le général de Gaulle, vous êtes en Afrique, je parlerai peut-être de manière générale des identités, mais faites attention à tout ce qui touche le socle sociologique, les ethnies. Si vous déréglez ce dispositif, vous trouvez là aussi des facteurs. Voilà en tout cas ce rappel qu'il lui a fait. Et il y a ajouté, toujours dans les mémoires du général de Gaulle, que le chef de l'État, je dirais le président Senghor a dit au président Diouf, il a dû regarder ce qui se passe en Israël, dans le conflit israélien-arabe. Ce sont des conflits que je dirais presque difficiles, impossibles à gérer, parce que toutes ces 4 braises sont réunies pour allumer de manière permanente la région moyen-orientale. C'est temps, donc, en écoutant, en suivant votre exposé, nous avons vu, à travers tout ce que vous avez dégagé comme segment, tous les facteurs
internes et externes qui agissent pour dire que la sécurité est le fondement même de toute chose. Sécurité économique, sociale, culturelle. Bref, la sécurité est le pilier sur lequel on doit tenir debout pour faire face à toutes ces situations. Un tout petit peu la réponse que l'État essaie d'adapter, parce que vous savez, hein, les réponses sont évolutives. Elles changent en fonction de la menace. Et l'État du Sénégal essaie de s'organiser dans cette mutation très rapide des menaces pour mieux faire face à ces menaces-là. Je veux parler peut-être un peu du réseau des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité qui ont été récemment désignés. C'est par un décret qu'ils ont été désignés. Et il y a un décret qui organise un peu leurs attributions et leurs différentes missions au niveau de 33 départements ministériels. Ils ont déjà pris fonction. Et figurez-vous bien, hein, cette disposition des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité existait déjà dans la loi de 1970, dans la loi 70-23, et elle n'a jamais été mise en œuvre. Et justement, c'est dans le souci de s'adapter à la menace pour dire que cette menace, l'État doit y faire face dans une approche intégrée. Et en parenthèse, je salue aussi cette initiative, monsieur le directeur général, que vous avez de rassembler le maximum d'organismes venant de différents horizons, les administrateurs civils, les militaires, les policiers, les gendarmes, etc., pour essayer, dans le cadre de ces conférences-là, d'échanger les diplomates. Donc pour revenir à ce réseau des hauts fonctionnaires de défense, c'est quoi la vision du gouvernement ici? C'est un tout petit peu d'élargir la prise en charge des questions sécuritaires au niveau ministériel. Parce que la réponse n'est pas que militaire, n'est pas que sécuritaire au sens stricto sensus. Les questions foncières ont été évoquées tantôt, les questions d'orpaillage, les questions de l'eau, etc. Et c'est au niveau des ministères que ça se règle. La gestion de la citoyenneté, la gestion des clivages identitaires que l'ambassadeur évoquait tantôt. Et voilà, donc ça, il est important de le savoir. L'autre aspect, c'est le général évoquait tantôt peut-être que la menace est assez éloignée, que Caille était un peu éloigné et que le temps que des forces organisées viennent jusqu'à nos frontières nous menacer était certes probable, mais stratégiquement pas envisageable en l'espèce, parce qu'effectivement nous sommes bien organisés. Sauf à ajouter qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène des lone wolves, en tout cas, ou des loups solitaires, ou des agents isolés, des terroristes isolés, qui, en petits groupes ou en individu, un seul individu peut faire des dégâts.